Sur la même longueur d'onde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sur la même longueur d'onde, émission de radio animée par les adhérents du groupe d'entraide mutuelle Nacranciel de Poitiers. Je suis vraiment ravi, donc moi je suis Manuel, animateur du GEM, et je suis vraiment ravi puisque de mois en mois, puisque nous animons cette émission tous les derniers vendredis du mois, de mois en mois, on a de moins en moins de place dans cette pièce. Vous ne pouvez pas voir, mais moi je vois 11 personnes autour de la table et 4 personnes en observateur à côté. C'est vraiment formidable de voir que les adhérents adorent ce projet. Aujourd'hui, on vous a encore concocté de nombreuses interventions riches et diversifiées. Et pour commencer, évidemment, et comme toujours, la présidente du Monde, Aurélie, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui ? Bonjour, j'ai prévu rien du tout, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il me semblait intéressant de parler des troubles anxieux qu'on peut retrouver notamment dans l'autisme, puisque c'est toujours de ça qu'on met en avant. Et il me semblait intéressant aussi d'aborder donc ce sujet incontournable quand on parle d'autisme, parce que, petit rappel, pour les personnes, on ne sait jamais, tout le monde n'est pas au courant de tout, l'espérance de vie, alors je sais, c'est pas gai, l'espérance de vie des personnes avec autisme est réduite, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et ce pour plusieurs raisons. Nous avons les difficultés d'accès aux soins, couplées avec les difficultés à être correctement soignés et diagnostiqués, un environnement global qui met à rude épreuve la sensorialité des personnes autistes, et même un taux de suicide plus important que dans la population générale, ou encore des systèmes qui ne permettent pas une autonomie suffisante pour les personnes adultes autistes, une fois par exemple leurs parents décédés, puisque ce système compte encore énormément, et certainement trop, sur l'aide unique des proches et des familles qui souvent sacrifient leur propre vie pour venir en aide aux personnes autistes. Je vais donner même un exemple personnel. J'avais été diagnostiquée avec ce qu'on appelle un TAG, qui est un trouble anxieux généralisé, en même temps que le diagnostic d'autisme. Et bien que je sois sortie de ce trouble anxieux, il ne faut pas oublier que cela reste très difficile justement d'en sortir. Je me souviens du simple fait de prendre le bus. Alors ça va paraître rigolo parce que je suis autonome et indépendante, mais ça générait chez moi une anxiété extrême. Les bruits, les odeurs, les lumières, la proximité avec les autres personnes, le personnel pas toujours agréable, bref. Trouver une place pendant que le véhicule roule, tenter de ne pas tomber lamentablement parce qu'on a des problèmes d'équilibre, être attentif aux arrêts, aux horaires, ne pas se tromper, répondre ou pas aux sollicitations imprévues des autres personnes. Bref, rien que vous en parler, franchement, moi ça me fatigue. Et il y a aussi la possibilité, je sais pas, moi, je fais partie des gens qui ont eu des diagnostics avec des pathologies motrices, en plus de l'autisme parce que j'ai pas de bol. Et je me souviens de difficultés nombreuses liées aux prises de rendez-vous, que ce soit par téléphone, par internet, peu importe, les rendez-vous eux-mêmes, comprendre ce que tous les spécialistes, tous différents et qui ne communiquent pas entre eux, me demandent, répondre correctement à leurs sollicitations et leurs questions, estimer l'intensité d'une douleur, ça a l'air tout bête, mais on nous a tous demandé de 1 à 10, elle en est où ta douleur ? J'en sais rien. Supporter l'attente bruyante et lumineuse dans différentes salles, l'imprévisibilité comportementale d'autres patients, les déplacements, etc., etc. La liste est encore longue. Mais ça vous donne une idée de complications auxquelles on ne pense pas que les personnes autistes pourront vivre à chaque démarche, aussi petite semble-t-elle. Et cela crée donc du stress, voire même carrément de l'anxiété, ce qui a donc été mon cas. Et je propose de distinguer simplement, entre guillemets, le plus simplement possible, le stress de l'anxiété, qui sont bel et bien deux notions différentes qui peuvent parfois fonctionner ensemble. Exemple, le stress est une réaction ou un ensemble de réactions de l'organisme à des pressions de l'environnement. On peut donc considérer le stress comme une manifestation physique vécue lors de tensions provenant de notre interprétation de l'extérieur, ce qu'on appelle des réactions physiologiques et psychosomatiques. Et le stress peut même parfois donc mener à de l'anxiété. L'anxiété, quant à elle, est une émotion qui peut être envisagée comme le temps que l'on accorde au stress. Plus précisément, ça résulte des sentiments envahissants de peur, de crainte et ou d'inquiétude. Et lorsque l'anxiété devient excessive et récurrente, on parle alors de trouble anxieux, qui peut être généralisé, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire apparaître dans différents domaines de la vie du quotidien de façon dite constante et envahissante. Et voilà, donc c'était les quelques informations que je souhaitais partager avec vous, avant de poser 2 questions à notre super adhérent Vincent qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour Vincent, et qui a donc souhaité participer à cette table ronde. Et la première question est,
As-tu identifié des situations récurrentes dans lesquelles tu as vécu ou vis encore du stress et ou de l'anxiété ? Dans mon cas, ce serait plus du stress. C'est surtout une situation qui est assez commun puisque je vis depuis un certain moment. C'est pour l'administratif, c'est probablement l'un des trucs qui déjà pour les personnes neurotypiques, c'est déjà compliqué à gérer, mais pour les personnes autistes, ça l'est encore plus. Voilà, parce que notamment, je peux parler du cas de la MDPH. Quand on est obligé de penser à quel document il faut remplir ou aussi réfléchir à la manière dont on doit parler de son handicap pour faire en sorte que notre demande soit prise en compte et qu'on puisse avoir les compensations qui vont avec. Ça peut vite devenir très très pénible. Et donc ça, c'est quelque chose qui t'est arrivé, qui t'arrive encore toujours de la même façon ? Ça peut m'arriver, oui, des fois. Oui. Mais c'est vrai que je fais partie aussi des gens, je ne fais pas exception non plus, je comprends tout à fait le stress que ça génère, à la limite de se dire je reçois un papier, j'ai même pas envie de l'ouvrir, quoi. Et je me demandais justement une autre question qui fait suite à ça. Est-ce que tu as trouvé des astuces, voire même des solutions qui te permettent de diminuer ce stress ou cette anxiété ? Par chance, j'avais pu avoir un accompagnement très jeune pour apprendre des techniques qui permettent de mieux gérer ces émotions-là. Voilà, je sais que j'ai eu des exercices dans lesquels j'utilise la respiration pour pouvoir faire en sorte de mieux gérer le stress. Il y avait après mais dans la majorité des cas, c'était plus que j'apprenais sur le tas, au cours de ma vie. Des fois, parfois, c'est aussi des trucs où je me dis, des fois, il suffit juste que je me mette dans le truc où je me dis, qu'est-ce que je dois faire ? Et puis après, c'est comme ça que je peux aussi diminuer l'anxiété, parce que quand on pense parfois par des petites étapes, c'est beaucoup mieux pour gérer quelque chose qui a l'air d'être très gros plutôt que d'aller directement dans quelque chose qui est très ambitieux et dans lequel on est en mode je fais quoi et justement quand on sait pas ce qu'on fait, c'est là où le stress peut monter très vite. Ah mais ça, je suis d'accord. Pouvoir découper effectivement un gros objectif en étapes, comme tu l'as indiqué, me semble une des façons de diminuer le stress et l'anxiété. Et peut-être aussi couplé, pour moi en tout cas, à une mise en action. Même si ça échoue, entre guillemets, ou qu'on n'a pas atteint tout de suite l'objectif qu'on s'était fixé, rester ce que j'appelle trop dans sa tête à ruminer, forcément c'est générateur de stress et d'anxiété, puisqu'on ne fait rien pour améliorer cet état, en se disant, je pense que ça nous est tous arrivé, de se dire, ouais mais là je suis figé, j'arrive à rien. C'est pas grave, fais quand même un truc, n'importe quoi, à la limite, ça n'a rien à voir avec ton stress, va faire la vaisselle, c'est tout bête comme exemple, mais de faire une action qui met en place le corps et l'esprit pour se focaliser sur autre chose, ça permet aussi de prendre du recul, je trouve, et de pouvoir ensuite mieux gérer cet état-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, ou décomposer la tâche qu'on veut faire en plusieurs étapes, comme j'avais cité précédemment, parce que des fois c'est en faisant par escalier, c'est quelque chose qui a l'air insurmontable, en fait c'est beaucoup plus facile à gérer. Absolument, puis ça peut aider à avoir confiance en soi, de se dire finalement ce gros objectif je le découpe, mettons, en 4 étapes, mais finalement j'ai passé la première, ça m'encourage à passer la deuxième, etc. Je trouve ça super. Je ne sais pas si tu avais d'ailleurs quelque chose à rajouter, excuse-moi, j'ai pas tout prévu non plus. Non. Si tu avais une autre astuce c'est que vrai tu voulais partager. C'est un sujet qui est assez vaste, le thème du stress ou de l'anxiété. Et c'est vrai que c'est pas évident pour d'autres personnes aussi neuroatypiques, parce que des fois, ce qui peut paraître... Je dis les termes surprenants, c'est le fait que c'est pas, il n'y a pas tout le monde qui font des cours sur comment gérer le stress, ou aussi quelle technique utiliser pour par exemple donner l'impression qu'on regarde quelqu'un dans les yeux sans regarder dans les yeux, par exemple. Rubrique trucs et astuces.
Mais c'est déjà chouette parce que tu as donné finalement un exemple pratico-pratique de travail, notamment sur la respiration, plus du découpage en plusieurs étapes d'un objectif. Donc retenez bien, essayez. Franchement, ça fonctionne super bien. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, ou quand même, ça peut passer par crisper le visage quand on est seul, ou alors faire quelque chose de physique pour faire en sorte de se détendre. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes neuroatypiques qui ont besoin de courir, voilà, en étant tout seul. Quelle idée, courir. Mais je te remercie de nous avoir livré un petit peu plus de toi à ce sujet. Puis je vais en profiter parce que j'ai Valérie qui est à côté de moi, qui est aussi donc une personne forcément adhérente du GEM et qui souhaite partager une solution aussi pratico-pratique concernant sa gestion du stress et de l'anxiété. Alors, bonjour. Alors, moi, ma solution, c'est l'EFT. Ce qui veut dire, en fait, technique de libération émotionnelle. C'est une méthode simple où, en fait, on tapote doucement avec ses doigts des points précis sur notre corps, comme sur la tête, les yeux ou en dessous du nez et à d'autres endroits aussi. Et pendant que tu tapotes avec tes doigts, tu penses à ce qui te dérange, tout en répétant une phrase qui décrit ton problème. Alors aujourd'hui, l'on s'intéresse au stress, à l'anxiété et aux angoisses. Toutefois, l'EFT peut t'aider aussi dans d'autres domaines de ta vie. Par exemple, comme problème, ça peut être le stress aux examens, une dispute avec un ou une amie, de ton anxiété ou de toute autre chose qui te tracasse. C'est comme si en fait tu envoyais un message de calme à ton cerveau en tapotant ces points. Et cela t'aide à diminuer ton stress, ton anxiété et tes émotions désagréables. Et en fait, c'est très simple car il n'y a pas besoin d'équipement spécial et tu peux le faire en fait n'importe où. Voilà, car en fait, tu le fais avec tes doigts. Et donc, moi, Valérie, l'EFT m'a beaucoup aidée parce qu'il y a eu une période où j'avais beaucoup de crises d'angoisse. Et maintenant, j'en ai plus. Et néanmoins, l'EFT continue à m'aider au quotidien, à accueillir et à apaiser mon stress et mes émotions. Et voilà. Et donc, si tu veux en savoir un petit peu plus, eh bien, tu peux regarder sur Internet et taper ces 3 lettres, c'est-à-dire E, F et T. Et comme cela, tu retrouveras des photos qui te feront voir les endroits où tu peux tapoter. Voilà, merci de ton écoute. Ça, c'était super bien préparé. Avec une voix toute douce, j'espère que tout le monde est détendu. Moi, ça va. Non, mais je trouve ça très intéressant qu'il y ait des techniques comme ça auxquelles on ne pense pas, qui sont peut-être trop souvent méconnues, effectivement. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous tous et toutes. Et je profite aussi pour poser le même type de questions à Corentin. Bonjour, bonjour. Tu te débrouilles avec ça. Je ne te demande pas si tu as déjà vécu ou si tu vis du stress et de l'anxiété, parce que je pense qu'on a tous la réponse, mais Oui. est-ce que tu as mis des techniques, des astuces, des petites choses en place qui fonctionnent pour toi et que tu voudrais partager avec nous ? Alors la première chose, j'aimerais parler de l'effet mémoire du corps qui peut créer cet effet de stress et d'anxiété sur une mauvaise expérience. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de prendre le bus, par exemple, Aurélie. J'ai pris le bus pendant toute ma scolarité sans encombre. Il a fallu quelques mauvaises expériences pour que pour moi, le simple fait de m'imaginer prendre ce bus me mette dans de mauvaises conditions. Ce que j'ai pu faire, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple ça peut être un mauvais repas dans un restaurant qui puisse bloquer le fait de prendre plaisir dans ces moments. Ou simplement sortir dehors, dans le pire des cas, ça peut durer plusieurs temps, faire ses courses par exemple. Moi, comment je pourrais dire ça ?
mon aide secours dans ces moments-là, c'est ma compagne, un petit coucou à Ophélie, qui du coup m'accompagne dans ces moments où seul c'est compliqué de passer outre ces blocages finalement, puisque l'anxiété c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à dépasser. C'est aussi un moment où on peut réfléchir en amont pour s'y préparer, pour démystifier un peu ces peurs, ces appréhensions-là. L'aide avec un neuropsy, un psychologue permet aussi de trouver des techniques pour lâcher en pression, faire un travail sur soi. Et puis, comme le disait Valérie, des objets aussi qui permettent de se stimuler. J'en parlais du coup dans une précédente émission, mais les fidget toys permettent effectivement ce genre de décompression, on va dire, dans des moments où socialement il faut être là, quoi. Voilà ce que je peux mettre en avant du coup sur mon expérience. Ok. Ah oui, non, tu fais des signes que... Et je disais, si vous voulez, il reste 1 minute à votre oui, chronique. d'accord. Parce que j'allais te demander, donc en gros, ta première astuce, c'est Ophélie. Oui. C'est pas super sympa. Non, mais c'est ce qui marche le mieux en tout cas dans un laps de temps court. Je sais que si je dois sortir seul c'est compliqué, je demande à ma compagne de m'accompagner, et dans ces cas-là j'ai beaucoup moins d'appréhension, et c'est la meilleure manière de faire face à un imprévu ou à une situation stressante en tout cas. D'accord, mais je suppose que, peut-être que je m'avance un peu, mais tu as déjà vécu plusieurs situations similaires où durant lesquelles tu as ressenti du stress ou de l'anxiété, et où ça s'est bien passé finalement, même seul, où tu t'es dépatouillé et finalement ça s'est plutôt bien passé. Oui, il faut plusieurs expériences positives pour effacer une négative. Mais justement, j'allais te poser la question, ces expériences-là, cet empirisme ne fonctionne pas tant que ça, si tu as... j'essaie de comprendre à quel moment ça fonctionne. C'est plus compliqué dans ce sens-là, et il faut trouver des moyens un peu de traficoter son cerveau pour qu'il arrive à envoyer des messages positifs sur quelque chose qu'il a catégorisé comme attention, ça c'est impossible à faire ou ça met en danger. C'est très compliqué, il faut vraiment se conditionner, et dans ces cas-là, le lâcher-prise nécessite beaucoup de temps et généralement de l'accompagnement. Seul, c'est trop compliqué pour y parvenir. D'accord. Et je parle de ma compagne, mais ça peut être aussi des amis, de la famille, une personne de soutien en fait. La boulangère, elle est peut-être super sympa, tu sais pas. J'ai moins eu affaire à elle, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, c'est qu'en fait, effectivement, il y a des techniques, comme on l'a vu, qui peuvent être mises en place seules, d'autres qui peuvent être à l'aide d'objets ou autres, et effectivement, comme le dit Corentin, des personnes peuvent être des supports, en tout cas, on l'espère, momentanés. Et non durable. Ce qui me semble important, c'est qu'à terme, on puisse aussi arriver à faire ces choses-là seul. Et gagner en autonomie. Exactement. Super, merci beaucoup Valérie, merci à Vincent, Aurélie et Corentin d'avoir préparé cette table ronde. Ce que je peux dire, c'est que c'est le genre d'échange qu'on a très très souvent au GEM, notamment dans les groupes de discussion. Donc voilà, c'est une sorte de groupe de discussion qu'on a aujourd'hui sur Style FM. Style FM, la radio conviviale et pas banale. C'est un régal. C'est pour ça qu'on l'aime. Et tout de suite, nouvelle rubrique, nous allons sur les intérêts spécifiques des adhérents. Hey, salut, ça tombe bien que je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi? Comment? T'as intérêt à me donner quoi? J'ai intérêt à te donner sur mon nièce. Ton nièce? On dit un neveu, non? Mais non, j'ai intérêt de donner sur mon disque dur à propos de mon intérêt spécifique, IS. Ah! Ça te dit d'en savoir plus sur mon nièce? Yes! Parle-nous de ton intérêt spécifique. Il est quand même super ce jingle. Pour commencer, nous accueillons Raphaël qui aujourd'hui nous parle d'un Noël pas comme les autres. Alors, Noël approche à grands pas, et pour l'occasion, j'ai décidé de partager avec vous un moment qui a marqué l'histoire. Et si les soldats qui se battent dans une guerre brutale pouvaient déposer les armes et se réunir pour célébrer Noël? En 1914, c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des moments les plus remarquables de l'histoire, lorsque des soldats, au cœur de l'un des conflits armés les plus meurtriers, ont décidé d'arrêter de se battre et de célébrer Noël ensemble. La Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de Grande Guerre, fait rage depuis des mois. Les soldats étaient retranchés dans la boue et le froid, confrontés à une bataille apparemment sans fin entre les forces alliées et les puissances centrales.
À l'approche de Noël, les soldats des deux camps sont épuisés, ont le mal du pays et sont entourés par la mort. Cependant, quelque chose d'inattendu est sur le point de se produire. La veille de Noël, dans certaines zones du front occidental, les soldats des deux camps se sont mis à chanter des chants de Noël. À certains endroits, ils ont même commencé à s'appeler les uns les autres depuis le No Man's Land. Ailleurs encore, certains se sont aventurés dans le No Man's Land, se sont serrés la main et ont échangé des cadeaux tels que de la nourriture, des cigarettes et des boutons. Ils ont chanté des chants de Noël, joué des matchs de foot improvisés, fortifié leurs tranchées et ont même enterré leurs morts ensemble. Il ne s'agissait pas d'un cessez-le-feu officiel et n'avait pas été ordonné par des généraux. C'était un moment d'humanité qui a pris les soldats par surprise. La trêve de Noël n'était pas seulement l'occasion pour les soldats de s'arrêter pour jouer au football et chanter des chants de Noël. C'était un symbole puissant de l'humanité partagée, qui existe même dans les circonstances les plus brutales. Malheureusement, la trêve a été de courte durée. Au Nouvel An, les combats ont repris. Les chefs militaires des deux camps n'ont pas apprécié ce qui s'était passé et ont rapidement découragé toute nouvelle fraternisation. Malgré cela, la trêve de Noël est restée un puissant symbole de paix et de possibilité de réconciliation, même dans les moments les plus sombres. Dans un monde souvent déchiré par les conflits, la trêve de Noël nous rappelle que, même dans les pires moments, il y a toujours une possibilité de compréhension et de paix. C'est une histoire puissante qui illustre ce qui se passe lorsque nous choisissons de nous considérer les uns les autres comme des êtres humains avant tout, plutôt que comme des ennemis. En cette période de fête, souvenons-nous de la trêve de Noël et réfléchissons à la manière dont nous pouvons apporter plus de paix et de gentillesse dans le monde qui nous entoure. Merci d'avoir écouté. Bravo et merci Raphaël d'avoir préparé ça, c'était formidable. Ouais, c'était vraiment beau, très beau. C'était très beau, excuse-moi. Bah, dis-le. Et donc juste après toi, c'est donc Tristan qui est autour de la table. Et toi, Tristan, tu avais déjà lors de la dernière émission parlé de fantasy. Oui, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, tu avais envie de reprendre un second temps pour nous parler, je crois, des sous-genres de la fantasy. Exactement. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans la rubrique dédiée aux IS, je vais vous parler des sous-genres dans la fantasy. Alors, classifier des sous-genres en fantasy n'est pas quelque chose d'aisé, tant les frontières sont poreuses et les définitions évanescentes. Elles dépendent de tout à chacun, tant des auteurs que des éditeurs, tant de l'histoire et des pays. Elle est asservie aux cultures, aux traditions et aux critiques. Aussi, dit-on qu'il est périlleux de donner un style à un récit qui se trouve à cheval entre plusieurs, ce qui est relativement fréquent. Soit, néanmoins, laissez-moi vous faire une liste plus ou moins arbitraire des styles de sous-genres de fantasy que nous pouvons retrouver. Tout d'abord, laissez-moi faire la distinction entre le low et le high fantasy. Le high fantasy, pour haute fantasy en français, est donné lorsque le récit se passe dans un monde entièrement inventé. On peut citer Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, La Roue du Temps de Robert Jordan, Eragon de Christopher Paolini, etc. A l'inverse, le low fantasy, lui, il se passe au moins en partie sur Terre. Par exemple, Harry Potter de J.K. Rowling, Percy Jackson de Rick Riordan, ou encore Le Monde de Narnia de C.S. Lewis. Car les héros, avant de passer l'armoire, viennent de la planète Terre. Parlons maintenant de deux genres que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît le nom, mais pas forcément les définitions. L'heroic fantasy, tout d'abord. Il est employé quand le récit met en scène un héros solitaire évoluant dans un monde, évoluant en quête pour triompher d'un mal. Le héros porte une certaine puissance qui lui permet de triompher a priori seul pour sauver le monde. On peut citer de nombreuses mythologies qui mettent en avant ce genre de héros, par exemple les travaux d'Héraclès. Phénomène assez commun dans les jeux vidéo où le joueur incarne le héros, par exemple dans The Witcher ou The Elder Scrolls, mais aussi il est évident de citer Conan le Barbare de Robert Howard. Ce genre d'heroic fantasy est en fait lui-même considéré comme un sous-genre de l'epic fantasy. L'exemple le plus parlant reste bien sûr de Le Seigneur des Anneaux. L'epic fantasy suit généralement l'aventure
d'un groupe de héros gentils qui partent ensemble à l'aventure pour triompher d'un mal généralement important et puissant. Les héros sont muets d'une sorte d'unité, d'amitié, qui mène à des aventures, une épopée et des combats épiques, d'où le nom. Autre terme commun, c'est le medieval fantasy ou medfan. Comme son nom l'indique, le récit se passe dans un univers graphique proche de celui du Moyen-Âge, généralement un Moyen-Âge revisité pour y inclure du surnaturel, parfois même de la anachronique, car il n'est pas rare que plusieurs siècles médiévaux soient mélangés, voire l'ajout de technologies avancées ou inventées. Il est même parfois possible qu'il y ait des éléments de l'Antiquité. Le Seigneur des Anneaux est un bon exemple, ou aussi Narnia, Harry Potter, Eragon ou les légendes arthuriennes. L'urban fantasy est un genre de plus en plus commun. Malgré son nom, cela ne se passe pas forcément dans un environnement humain, même si c'est souvent le cas. En fait, ce genre est donné quand le récit se passe sur Terre dans notre environnement actuel contemporain, c'est-à-dire au XXe siècle ou au XXIe siècle. Neil Gaiman est l'un des pionniers de ce genre, mais aussi Lovecraft avec le mythe de Cthulhu. La croisée des mondes ou Harry Potter peut être aussi cité. Mais depuis le XXIe siècle, un genre très apprécié des jeunes est le beat-lit, dont l'œuvre la plus connue est Twilight, ou encore Teen Wolf, pour une série. Cependant, je tiens à préciser que le beat-lit, qui veut littéralement dire littérature morsure, est souvent réduit à de la romance fantasy, avec comme personnage principal et love interest des vampires ou des loups-garous. Ceci dit, c'est dû au rapprochement entre le beat-lit et Twilight, mais en réalité le beat-lit est largement plus vaste que ça. C'est littéralement de la fantasy avec des créatures qui mordent. Un sous-genre que j'affectionne particulièrement est la fantasy animalière. Comme son nom l'indique, elle met en scène des animaux plus ou moins anthropomorphisés. Animaux humanoïdes ou simplement animaux qui parlent et qui vivent des aventures. On peut citer certaines littératures jeunesse comme La Guerre des Clans, Rouge Muraille, Le Royaume des Loups ou encore Demain les Chats de Bernard Werber. Certaines personnes pourraient assimiler beaucoup de Disney comme Le Roi Lion, Zootopie ou encore Robin des Bois à de la fantasy animalière. Ce genre n'est jamais seul et il est toujours associé à d'autres genres. La dark fantasy est un peu l'inverse de l'epic fantasy ou de l'heroic fantasy. Elle aborde des thèmes sombres, pessimistes et désabusés. Cette fois, ce n'est pas le bien qui triomphe, mais le mal. Elle inclut généralement des éléments d'horreur et parfois des thèmes choquants. Le psychédélique, la compagnie noire ou encore Nevernight sont des œuvres notables de dark fantasy. On peut citer le Trône de Fer ou sur certains aspects ou le Sorceleur. À noter que j'ai déjà également placé le Sorceleur en heroic fantasy. Vous voyez à quel point c'est pas toujours évident de classer du fantasy. Dans un registre complètement différent, on a le light fantasy. Là encore, c'est un peu l'inverse du dark fantasy. Si le dark fantasy est censé faire peur, le light fantasy, lui, a pour but de faire rire. Comme son nom l'indique, le light fantasy est une fantasy légère, humoristique. Terry Pratchett est souvent considéré comme l'un des pères fondateurs de ce genre, avec par exemple le Disque Monde ou God Omens. Mais comment parler de light fantasy sans parler de la série Kaamelott d'Alexandre Astier? Il y a aussi la fantasy historique, qui regroupe, elle plusieurs sous-genres de medieval fantasy qui parlent des légendes ou des récits du Moyen-Âge européen. Comme on peut citer des cultures vikings ou bien celtiques, les capes et d'épée, Swords and Sorcery, ou l'antique fantasy, ou encore le Wild West. Bien sûr, n'oubliez pas l'oriental fantasy qui retrace des légendes par exemple d'Asie, de Japon ou du Moyen-Orient. Il y a l'Uchronie fantasy qui se distingue de l'historic fantasy par un non-respect volontaire de la timeline. Là où la fantasy historique se vante d'une justesse historique, l'Uchronie est libre et est totalement libre dans l'interprétation des époques. Un sous-genre très intéressant est aussi la fantasy arthurienne. Beaucoup d'auteurs, à travers le temps, ont trouvé l'inspiration. Arthur, Merlin, la Table Ronde, ou la fée, enfin la Dame du Lac, Excalibur, etc.
et tout ce qui tourne autour de cet univers, bien sûr. Dans un croisement entre l'historique et la fiction, on peut citer le mythic fantasy. Là encore, son nom est parlant, on donne vie à des mythologies à travers le monde. Les œuvres Trône de fer de J.R.R. Martin et L'Assassin Royal de Robin Hobb sont considérés comme dans la catégorie dynastic fantasy. Ce sous-genre regroupe la fantasy qui se passe dans des intrigues de royauté, de pouvoir et d'aristocratie. On trouve aussi dans le domaine de la fantasy les sous-genres romantic fantasy avec des histoires d'amour qui devient le cœur de l'intrigue de fantasy, mais un registre un peu moins poétique, on trouve aussi l'érotique fantasy. Je ne vous fais pas un dessin. La nature fantasy ou la nature et les animaux et l'environnement sont un élément majeur de l'intrigue avec souvent des messages écologiques, certains Ghibli par exemple. Je vais terminer avec 2 genres de fantasy un peu complexes. Tout d'abord, la science fantasy. Il s'agit généralement d'un crossover entre la science-fiction et la fantasy. Le récit peut être une base de science-fiction où une part de magie ou de surnaturel est présente. Par exemple, une société futuriste avancée avec une espèce alien ou semi-alien maîtrisant une sorte de magie. Ou à l'inverse, on peut trouver un univers magique tel que du high medieval fantasy avec une technologie avancée grâce à la magie, une sorte de magie technologie. On trouve souvent ce genre de schéma dans les jeux Final Fantasy. On peut citer aussi Avatar de James Cameron ou encore Star Wars qui peut coller également au style. La space fantasy, proche de la science fantasy, mêle la fantasy et le space opéra. Il s'agit d'un genre de fantasy se passant dans l'espace, généralement avec des voyages galactiques, des scènes dans des vaisseaux. L'exemple le plus commun est Star Wars, car la force s'apparente à une sorte de magie, et le reste est du space opéra. Bien sûr, le space opéra peut totalement s'affranchir de la science et des technologies. Par exemple, le space fantasy, peut totalement s'affranchir de la science et des technologies. Par exemple, on pourrait trouver un univers entièrement medieval fantasy avec des voyages entre planètes et des satellites où seule la magie propulserait les choses. Voilà, je pense qu'avoir fait le tour de ces sous-genres qui font le plus consensus, en tout cas, j'espère vous avoir éclairé sur ce domaine un peu compliqué. Merci Tristan, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton intérêt spécifique pour la fantasy. Merci encore à Raphaël d'avoir partagé vos connaissances, c'était vraiment formidable. Tout de suite, la musique de Lindsey Sterling, Carol of the Bells.
STYLFM, Style FM, 89.7 et 98.1. Nous sommes de retour en direct sur l'émission de radio Sur la même longueur d'onde avec cette fois-ci Jérôme, Aurélie, Corentin, Dorian et Amandine qui vont nous parler du projet Neurorama. Amandine ? Bonjour à tous et à tous. Malheureusement, il n'y a pas d'épisode de Neurorama aujourd'hui, mais restez en ligne, car j'ai le plaisir d'interviewer les acteurs et le narrateur, l'écrivain de ce feuilleton. Donc bonjour à vous, bonjour Jérôme. Je voulais tout d'abord commencer et savoir d'où et comment est né Neurorama. L'idée m'est venue à partir d'un constat assez simple en fait. Lorsque je réalise avec effroi l'état de notre pauvre monde, je me pose souvent cette question. Quand je vois comment les humains exploitent cette planète en général et nous en particulier, est-ce que nous, les autistes, avec notre regard différent sur le monde, aurions fait mieux ? Souvent, je me fais cette réflexion. Est-ce que le monde ne tournerait pas un peu mieux s'il y avait plus d'autistes sur Terre ? Il n'en fallait pas plus pour imaginer Neurorama. Un monde futuriste, mais pas utopiste, dans lequel les autistes auraient pris la relève des neurotypiques pour remettre l'humanité dans le bon sens. À travers le prisme d'une équipe scientifique quelque peu borderline, je tente d'imaginer ce que pourrait être l'avenir de notre société dans un futur proche. Attention, je ne suis pas en train de dire « les neurotypiques sont des cons incapables et les autistes sont la panacée ». Non, absolument pas. D'ailleurs, on pourra facilement réaliser au fil des épisodes que je ne tape pas uniquement sur les neurotypiques dans la série. Les autistes aussi en prennent pour leur grade, ainsi que notre société en général. J'avais juste envie de voir ce que cela pourrait donner à travers un feuilleton radiophonique à la fois burlesque, loufoque et baroque. J'ai donc proposé le projet à toute l'équipe du GEM, qui a validé l'idée. L'écriture d'un premier épisode a permis de confirmer l'engouement général. Vous parlez de beaucoup de sujets, Jérôme. Je voulais justement savoir pourquoi tous ces sujets vous touchent autant. Je suis quelqu'un de très engagé, et cela se concrétise à travers mon état d'esprit, mais aussi à travers le mode de vie que je mets en place pour moi. Il faudrait que nous puissions retrouver l'instinct et le bon sens qui nous caractérisent en tant qu'êtres humains responsables pour pouvoir vivre en conscience. Il est malheureusement de plus en plus difficile dans notre société d'avoir un espace de liberté pour vivre comme on l'entend. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, si tu ne commandes pas des trucs inutiles chez Amazon, si tu ne consommes pas des antibiotiques bourrés de viande, accompagnés de pesticides aux légumes, et si tu souris aux gens en leur disant bonjour quand tu les croises, tu es considéré comme un extraterrestre aujourd'hui. L'engagement se concrétise aussi à travers mes écrits, que je vois comme un vecteur pour tenter de passer des idées et ouvrir les consciences. L'idée première de Neurorama est de faire rire, bien sûr. Tout du moins essayer de faire rire. Mais c'est aussi le moyen de faire passer des messages sur un sujet qui m'est très cher, à savoir la permaculture à tous les étages, c'est-à-dire une philosophie de vie qui s'appuie sur le soin à la terre, le soin à tous les êtres vivants et le partage équitable des ressources. Sans oublier de mettre en avant l'absurdité de notre monde sur pas mal de points. Pour moi, tant qu'il y aura sur cette planète des milliardaires qui hésiteront sur la couleur de leur 100e Rolls-Royce ou sur le choix entre mer et montagne pour leur 50e villa au lieu de partager leurs immenses fortunes avec les 3/4 de la planète qui crèvent la dalle, qui souffrent dans le froid et la solitude, je ne pourrais pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. Je suis peut-être un idéaliste, mais j'assume. Je préfère largement être un idéaliste conscient de ce qui se passe autour de moi, plutôt qu'un déshumaniste qui ferme les yeux pour se protéger d'une vérité qui fait peur. Des sujets très profonds. On va revenir sur le cœur du sujet aussi. Comment est-ce que vous avez choisi vos adhérents pour ces rôles, justement ? Pour le rôle du professeur Nicolas Sperger, j'avais naïvement pensé à un homme dans un premier temps. Manu, précisément. À la première lecture, Aurélie nous a fait une montée de joie pour jouer ce personnage, ce qui m'a du coup mis dans le doute. Après mûre réflexion, j'ai tout naturellement opté pour Aurélie, puisque pour incarner l'éminent professeur, il fallait quelqu'un de très barbu. J'ai prévu un autre rôle pour Manu. Concernant le personnage de l'assistant Alexis Zofren, il me fallait quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais qui ne le sait pas encore, ou qui n'en a pas du tout conscience. Il fallait aussi quelqu'un doté d'un fort capital sympathie. Corentin s'est donc très rapidement imposé à moi. Pour
pour notre chère Ophélie, je t'ai tout d'abord proposé le rôle, Amandine. Tu n'étais pas contre, mais tu m'as aussi orienté sur Dorian. Le personnage d'Ophélie, l'assistante de l'Institut, a un très fort sex appeal. Et toi, Amandine, tu es plutôt sur batterie, alors que Dorian, elle, est sur secteur. Le choix a donc été délicat, mais j'ai finalement choisi Dorian, puisqu'elle a accepté de se teindre en blonde pour coller au plus près du personnage. Je réserve également un rôle à Amandine dans un prochain épisode. Le rôle du cobaye volontaire, que vous découvrirez dès le prochain épisode, a été attribué à Manu très naturellement, puisqu'il me fallait un individu mâle de type caucasien, très velu, pour rappeler le côté très primaire, neurotypique. Pardon. C'est un personnage plutôt obtus pour donner du fil à retordre à notre pseudo-équipe scientifique. Pour le narrateur, je cherchais un schizophrène narcissique à tendance bipolaire et souffrant de troubles de la personnalité. Je vais beau chercher, je n'en ai point trouvé. J'ai donc décidé, la mort dans l'âme, d'assumer ce rôle moi-même, à mes risques et périls. D'autres personnages apparaîtront par la suite, notamment un rôle sur mesure que je réserve à notre indispensable technicien qui monte tout ce qui bouge, Romain. Beaucoup de rire autour de la table. Merci Jérôme pour tout ça. Est-ce que vous voyez une évolution à ce feuilleton ? Des rebondissements sont à prévoir évidemment, mais ne sachant pas vraiment où je vais, je ne peux pas dire quel sera l'avenir de la série. Je dirais que je navigue à vue, imaginant la suite au fur et à mesure de l'écriture des épisodes. Je me base pour l'instant sur une première saison de 12 épisodes et ensuite nous verrons bien. Le but de notre émission en général étant tout de même de dévoiler aux auditeurs les autistes que nous sommes, j'essaie d'écrire de façon à présenter à chaque épisode une ou plusieurs des particularités autistiques qui sont les nôtres, tout en tentant de garder un sens à l'intrigue, ainsi que l'esprit burlesque du projet. Ce n'est pas toujours facile et c'est beaucoup de travail aussi. Mais je m'éclate à faire ça et j'espère que mes amis qui m'accompagnent dans cette aventure, ainsi que les auditeurs de Style FM qui écoutent le programme, s'éclatent aussi. 3 petites choses pour conclure avant de laisser la parole à mes chers partenaires. J'aimerais remercier le GEM qui m'a permis à travers ce lieu de rencontrer tant de magnifiques et belles personnes. Ce n'est pas spécialement physiquement, mais ce que je considère comme un véritable cadeau. Neurorama est aussi ma façon de les remercier pour ça. J'aimerais également préciser que Neurorama est une grosse déconnade qui fait la part belle au plaisir et au rire. Mais je n'oublie pas pour autant que l'autisme peut aussi être, pour certains d'entre nous, source de difficultés, de tristesse et de larmes. J'en ai bien conscience évidemment. Je voudrais également saluer Marine, qui est une des adhérentes du GEM et qui est très fan de notre petit feuilleton Neurorama. Marine est une personne qui, tout comme moi, est très sensibilisée à la cause animale et c'est pour moi la preuve d'une très grande humanité. C'est pour cela, entre autres, que je l'apprécie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Jérôme, très, très beau discours. Je vais maintenant poser quelques petites questions aux acteurs de ce petit feuilleton. Je vais commencer par toi Dorian qui est juste à côté de moi. Comment est-ce que tu vis ton rôle de Neurorama ? Alors bonjour à tous. Tout d'abord je tenais à te remercier Jérôme pour cette petite présentation survoltée. C'est vrai que j'ai été surprise au début quand on m'a proposé le rôle, mais parce que je me sentais pas trop capable d'assurer une personne un petit peu crue, entre guillemets, mais il m'a promis que ça allait évoluer, donc j'attends de voir. C'est promis. Mais sinon, non, je le vis très bien, on a une très très bonne ambiance et ça se passe bien, on se marre beaucoup, donc c'est super. Est-ce que tu te mets en condition avant de tourner les feuilletons ou pas du tout ? Je mets une perruque blonde. C'est un bon début. Et la prochaine fois, je ramènerai mes chewing-gums. Sinon, non, pas de mise en condition particulière. Super, merci beaucoup à toi Dorian. Corentin, monsieur oui. Corentin, ça va être un peu les mêmes questions que pour Dorian. Est-ce que tu te sens bien dans ton rôle ? J'aime beaucoup le rôle d'Alexis, en qui je me reconnais un petit peu. Un petit gars très curieux qui pose beaucoup de questions, qui s'intéresse à plein de choses, qui se surprend à chaque coin de rue. J'aime beaucoup ce rôle que je prends très très à cœur du coup.
Et c'était un vrai plaisir de tourner dans ce feuilleton radio du coup. J'aime beaucoup la patte, l'écriture de Jérôme qui du coup m'a tout de suite contacté pour endosser le rôle, et c'est aussi une fierté de partager ces moments-là avec le groupe. Je te remercie Corentin. Par manque de temps, je vais passer à Aurélie directement. Oui. J'adore mon rôle, merci. Non, avec plaisir. C'est concis. Alors, je ne me mets pas en conditions particulières dans le sens où j'aime beaucoup trop la spontanéité, je pense que les gens l'auront compris. On prépare quand même un minimum, c'est-à-dire qu'on fait au moins 1 ou 2 lectures avant, histoire de se mettre un peu dans le bain. Puis ça, en fait, ça va assez vite parce que, comme le disait Dorian, on a quand même développé une complicité grâce à ce feuilleton notamment, entre autres. Ce qui fait qu'on se dit les choses, ça va assez vite. On rentre tout de suite dans les personnages parce que c'est tellement drôle. Ça nous rappelle un peu nous, tout en étant parfois éloignés. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça complexe et simple à la fois, et drôle et réaliste, et pertinent, effectivement. Voilà, donc je suis très contente d'être un éminent professeur, doué de savoir, de connaissances, qui doit apprendre plein de choses à des gens qui comprennent rien. C'est très bien. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir participé à ce petit interview. Je voulais juste faire une dernière aparté concernant Jérôme. Donc Jérôme qui écrit aussi des livres. Vous pouvez le retrouver le samedi 11 janvier à la librairie de Châtellerault et le samedi 15 février à Cultura de Chasseneuil. Voilà, merci beaucoup. Merci Brandine. Merci à tous de participer à ce projet. On se retrouve le 31 janvier pour l'épisode numéro 3, c'est ça, le 3e épisode, puisque nous on a prévu donc au GEM au mois de janvier d'enregistrer plusieurs épisodes sur une même journée pour vous assurer la continuité. Pour le moment, Jérôme, tu as écrit combien d'épisodes ? On en a diffusé 2. Le 3e est donc prévu pour janvier, mais j'en ai écrit 10 pour l'instant sur les 12 que je prévois. Ah ouais, super, ok. Merci beaucoup. Et donc tout de suite, nous accueillons Monsieur Ibrahima. Puisque tu viens nous parler d'un événement qui était là le 31... non, pardon, nous sommes le 20 décembre. Effectivement. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de la radio Style FM. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de souverain et de souveraine, car comme vous le savez, à chaque fois que je suis passé à la radio, j'ai tenu à vous parler d'événements historiques très particuliers, tel roi, telle date. Aujourd'hui, je ne vous parlerai donc pas de souverain ou de souveraine. Mais, en cette période de fin d'année et de Noël, j'ai tenu à évoquer pour vous l'histoire du père Fouettard. Sachez, chers auditeurs et auditrices, que les enfants du XVIIIe siècle en Europe ne connaissaient pas le Père Noël. Et non, ils recevaient leurs jouets le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Le père Fouettard, lui, existait déjà. Et c'est lui qui venait si les enfants n'avaient pas été sages en leur apportant des fouets et des verges. Le père Fouettard, qu'on appelle Rupeltz en Lorraine et dans le reste de la France, est une légende. Selon la légende, il serait né à Metz en 1552 pendant le siège de la ville par l'armée de l'empereur Charles Quint. Les habitants de la ville firent une procession avec un mannequin à l'effigie de l'empereur à travers les rues de la ville avant de le brûler. De plus, une autre légende du père Fouettard dit que Hans van Trotta est devenu Hans Trapp. Il était une créature vêtue de peau de bête qui capturait dans son sac de toile les petits enfants, puis les fouettait s'ils ne connaissaient pas leur prière. Voilà, en résumé, tout ce que je peux vous raconter sur l'histoire du père Fouettard. C'est court, c'est simple, c'est concis, mais c'est vraiment, j'espère que vous aurez pu avoir un petit éclaircissement sur cette histoire qui nous rappelle que au début du XVIIIe siècle, les enfants ne recevaient leurs jouets
que le 6 décembre et non pas le 25, et que s'il n'a pas été sage, il y avait le père Fouettard pour être là. Yes. J'espère que j'ai été clair et concis, et faites attention au père Fouettard qui ferait venir à tout moment pour vos petits-enfants s'ils n'ont pas été sages. Ok. Bon Noël et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup Ibrahima, merci, ça a été très clair, c'était très concis, c'est toujours un plaisir de t'entendre raconter des histoires. T'as vraiment une voix qui nous emmène dans toutes tes histoires, merci encore. Tout de suite, nouvelle rubrique enregistrée par Dorian, que vous venez d'entendre sur le projet Neurorama. C'est donc les chroniques inutiles de Dorian sur Style FM. STYLFM, Style FM, 89.7 et 98.1. Les savoirs inutiles de Dorian, pour devenir expert en rien et briller là où personne ne regarde. Bonjour et bienvenue dans votre chronique de savoirs inutiles et d'infos insolites pour briller en société, ou pas. Préparez-vous à découvrir des faits qui ne changeront probablement pas votre vie, mais qui égayeront sûrement vos prochaines conversations. Nous allons commencer cette chronique avec une phobie, la bélénophobie. Savez-vous ce que c'est ? Je ne sais pas, la peur de bêler ? Bah. Mais non, pas du tout. Ce sont les personnes qui ont peur des aiguilles, à en tomber dans la botte de foin. Mais je vous rassure, on ne va pas perdre le fil. Car quoi de mieux comme transition pour aborder l'origine de l'expression « il n'a pas inventé le fil à couper le beurre ». À votre avis, de quand date cette expression ? Environ 15e, 16e siècle ? Eh bien, c'est plus récent que ça. Elle est apparue pour une des toutes premières fois au 19e siècle. Ah. Et plus précisément en 1863, dans un vaudeville, avec cette réplique, je cite, « Quant à son intelligence, je ne crois pas que ce soit lui qui ait inventé le fil à couper le beurre. » Elle apparaît ensuite quelques années plus tard, en 1878, dans un dictionnaire du jargon parisien, où elle est définie comme une manière élégante de dire être un peu niais. Et oui, l'expression est peut-être vieille, mais elle coupe toujours aussi bien. Et quelle meilleure occasion d'être niais que la Saint-Valentin. Une fête où on célèbre l'amour. Hein. Ah, l'amour. Mais savez-vous d'où vient cette tradition ? Remontons dans le temps pour découvrir l'histoire de ce jour légendaire. Commençons déjà par une question. Combien y a-t-il de Saint-Valentin fêtés le 14 février ? Bah, un seul, il n'y a qu'un Saint-Valentin. Eh bien, il y en a 7, mon cher ami. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Valentinus, un prêtre romain du IIIe siècle après JC. Il est si vieux que ça, Jackie Chan ? Mais non, JC pour Jésus-Christ. Ah, désolé. À l'époque, l'empereur Claudius II pensait que le mariage ramollissait un peu ses soldats sur le champ de bataille. Il l'a donc alors interdit. Mais Valentinus, qui était un vrai romantique dans l'âme, il a continué à marier des couples en secret. Mais Claudius a bien sûr fini par l'apprendre. Et il n'était pas très content. Et que fait un empereur romain lorsqu'il n'est pas très content ? Ah, je sais. Il rejoint le côté obscur. Et oui, car le pauvre Valentinus a été emprisonné, martyrisé et décapité le 14 février. Voilà pourquoi il est devenu le saint patron des amoureux depuis ce jour tragique. J'ai une petite anecdote bonus. Selon la légende, Valentinus aurait jeté son dévolu pour la fille aveugle de son geôlier lorsqu'il était emprisonné. Avant de mourir, il lui aurait rendu la vue et lui aurait laissé un mot signé de « ton Valentin ». Oh, que c'est mignon! Mais Valentinus n'est pas le seul à avoir été décapité dans l'histoire. Car pendant la Révolution française, on estime qu'environ 17 000 têtes ont été coupées. De quoi littéralement en perdre la tête et rebondir sur notre prochaine info. Focus sur un métier insolite. Plongeur ramasseur de balles de golf. Et oui, ça existe. Alors, ça consiste en quoi ? Ramasser des balles comme un bon toutou. Oui, en quelque sorte. Cela consiste à plonger dans les étendues d'eau des parcours de golf pour récupérer les balles égarées. Et ce n'est pas réservé qu'aux amateurs comme Donald Trump, même si
Vu sa passion pour le golf, je pense qu'il contribue largement à la demande. Une fois repêchées, les balles sont triées, recyclées puis revendues. Certaines peuvent même atteindre 30 $ l'unité. Ah, je vais peut-être devenir un bon toutou en fait. Aux États-Unis, ce métier est très répandu, mais en France, il commence doucement à faire son trou. Qui aurait cru un jour qu'un mauvais swing pouvait rapporter gros? Et pour terminer, nous allons maintenant parler d'autres trous. Ouh, un sujet qui va m'intéresser. Oh, mais non, je vais parler des trous de nez. Ah, c'est un peu moins excitant ça. Des dermatologues en Californie ont mené une étude de la plus haute importance. Avons-nous le même nombre de poils dans chaque narine? Eh bien, la réponse est non. Pour en arriver là, et pour vous la faire courte, ils ont étudié 20 cadavres. Ah, bah au moins eux, ils ont pas dû avoir trop mal. Et oui, car il n'y avait pas de volontaires vivants. Donc ce sont donc 10 hommes et 10 femmes ayant donné leur corps à la science et âgés en moyenne de 84 ans qui ont participé à cette étude. Et le résultat est tombé. La narine gauche abrite en moyenne 120 poils qui mesurent environ 0,91 cm, tandis que la droite en a en moyenne 112, mais ils sont légèrement plus longs avec une moyenne de 0,96 cm. Alors, chers scientifiques, j'ai une petite requête. La prochaine fois, répondez à la question qui nous taraude tous, j'en suis sûre. Pourquoi avons-nous en moyenne 8 poils de moins dans la narine droite et pourquoi donc sont-ils plus longs? Je suis sérieuse. J'offre mon corps à la science si vous éclairez ce mystère capillotracté. Oula, c'est une question où ils vont s'arracher les cheveux. Eh bien, chers auditeurs, c'est tout pour moi. Je remercie mon cher ami pour ses brillantes interventions. Bah de rien, je m'en vais briller maintenant. Et nous, on se dit à la prochaine dans l'émission sur la même longueur d'onde sur Style FM. Allez, ciao! Waouh, merci Dorian. Tous ces savoirs inutiles d'une adhérente loin d'être inutile. Voilà. Merci d'avoir participé à ça. Nous arrivons maintenant à la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir participé. Encore une fois, c'était très riche de sensibilisation, d'écriture, d'humour, d'intérêt et de passion des adhérents. C'était vraiment super. On voulait profiter aussi de cette dernière émission de l'année pour faire un petit point d'étape avec Aurélie. Voilà, ça fait un an, enfin ça fait à peine un an que le GEM est ouvert et en fait l'année 2024 elle a été quand même particulièrement riche pour nous. Il faut que je réponde à ça. Ouais. Dites donc, mais je m'en suis rendu compte aujourd'hui, je me suis dit tiens, c'est vrai que ça fait à peu près un an et j'ai absolument pas vu le temps passer. Je pense que ce qui contribue, c'est l'énergie, le temps et l'investissement de chaque personne en fait qui participe à la construction du GEM en fait, toutes les personnes adhérentes déjà que je remercie, j'espère tous les jours, presque tous les jours. Il me semble que des fois j'ai des loupés, j'oublie, mais oui, je voulais profiter de cette fin d'émission pour remercier chaque personne qui contribue à sa manière à faire ce que le GEM il est, c'est-à-dire un endroit absolument fabuleux. Pas du tout subjectif ce que je raconte. Oui. Bah, il faut dire qu'il y a un an, dans cette même pièce, il y avait une chaise, une table, et puis c'est tout. Et un seul moche. Et aujourd'hui, on est combien dans le GEM? On est une vingtaine. Dans la journée, il y a du monde. Les gens sont autonomes pour faire des gâteaux. On est 11 pour faire cette émission de radio. Les gens, ce matin, sont venus bosser d'eux-mêmes. Enfin, c'est assez merveilleux de voir que il y a autant de gens qui s'y retrouvent et qu'on ait réussi à faire un espace beau. Donc tout ce que je nous souhaite pour 2025, c'est de continuer comme ça. Oui. Merci encore aussi à Style FM de nous laisser cette opportunité de nous exprimer. Oui. Le temps passe, je vous propose de faire une bonne fête de fin d'année générale et de nous quitter en musique sur cette fin d'émission. Merci à tout le monde. Merci. Bonne fête à tous. Joyeuse Pâques. Sur la même longueur d'onde. One, two, three. I can't touch it through the phone. I crash it through the universe. In another time zone. It's the only time I can reverse. There's two dimensions. There's only one I'm missing. If you feel alone, you don't have to feel that no more. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, and if you're
it, girl. 3D, you know I like it, girl. 3D, body to body to body to body to body. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started, 'cause you know I get hot. Oh baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, 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 you can't fake it. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, so if you're ready, and if you let me, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. Show me, girl, now. You won't regret me. You won't regret me. Champagne confetti. Hey, I wanna see it in motion, in 3D. Come on, 'cause you know I like it, girl. You know how I like it, 3D. You know I like it, girl. You know how I like it, 3D. 'Cause you know I like it, girl. You know I like it, 3D. You know I like it, girl. 3D. I just wanna see you like that, see you like that, see you like that. I just wanna see you like that, see you like that, see you like that. I just wanna see you like that, see you like that, see you like that. I just wanna see you like that, see you like that. And if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret